pense aussi que c'est ça que les femmes brillantes, parce qu'elles sont brillantes, hein, quand elles viennent travailler avec moi, elles se disent, ben je vais me faire voir pour vrai. Il y a quelqu'un qui va me caller out. Il y a quelqu'un qui va être capable de me montrer exactement là où est-ce que je peux me raconter des histoires ou encore là où est-ce que j'ai des œillères. Et ces femmes-là viennent vers moi parce qu'elles savent que je ne vais pas les ménager. Marie, tu accompagnes vraiment les femmes les plus puissantes du marché, des femmes qui ont eu beaucoup, beaucoup de succès. C'est aussi des femmes qui ont fait du coaching, du développement personnel, qui en ont vu d'autres. Pourquoi ils viennent te voir exactement? C'est une très bonne question. Premièrement, je suis contente de te retrouver dans cette place-là d'intervieweur. Pour les gens qui ne savent pas t'es qui, c'est Martin qui me pose des questions aujourd'hui. J'ai aussi mes chiens dans la pièce. Donc, il y a Daisy qui ronfle à mes pieds, puis il y a Gigi qui mange un os. Donc, si vous entendez des sons, c'est parce que il y a une bonne partie de la famille qui est réunie et dans la même pièce. Puis c'est ça où ils ouvrent les portes, puis ils arrivent. Donc, désolée si vous entendez des petits bruits de fond. Si vous entendez ronfler ou couiner ou gruger, c'est nos chiens. Donc, j'aime ta question, Martin. Toi, tu es mon partenaire de vie, tu es mon partenaire de business, tu es le papa aussi de notre fils, tu es mon partner in crime. Je pense que tu es mon partenaire d'aventure de vie. Puis, te voilà dans le podcast, puis ça me fait plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Donc, tu me poses la question, qu'est-ce que les femmes viennent chercher avec moi ou en coaching avec moi quand elles décident de passer le pas? Puis, je pense que là, tu me parles vraiment des personnes qui viennent vraiment travailler en individuel avec moi, c'est bien ça? OK? Ou tu parles des autres? Parce que chaque niveau d'entrepreneuriat vient pas nécessairement chercher la même chose avec moi, mais tu sais, si je prends les femmes qui ont énormément de succès, qui arrivent dans notre business, des femmes qui font déjà dans le multi-chiffre avec leur entreprise. Elles en ont vu d'autres, comme tu dis. Habituellement, ce sont des femmes les plus puissantes de la planète. Elles-mêmes, elles accompagnent habituellement des milliers de personnes. Donc, c'est toutes que des femmes. Mes clientes sont des femmes que moi-même, j'admire énormément. Sinon, je ne travaillerais pas avec elles. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense que, en fait, il y a une première chose qui est un appel ou une évidence. Je suis pas la coach pour tout le monde. C'est quelque chose que je dis régulièrement. Les personnes qui viennent travailler avec moi, puis avec qui c'est un match pour travailler avec elles, souvent, ce sont des femmes qui sont très profondes, qui ont vraiment quelque chose à apporter dans le monde. C'est des femmes qui ont des missions qui les dépassent elles-mêmes. Et bien sûr, comme dans n'importe quel processus de coaching, tu sais, ce qui nous appelle à venir travailler avec quelqu'un ou à s'engager avec un coach, c'est toujours, je suis entre deux plafonds. Tu sais, j'arrive à un plafond où je sens que j'opère pas à ma pleine puissance ou encore qu'est-ce que j'ai construit auparavant. Désolée pour les sons. Donc, qu'est-ce que j'ai construit auparavant? Ce n'est plus nécessairement en total alignement avec où est-ce que je m'en vais aujourd'hui. Donc, les femmes arrivent à ce moment-là. Bien sûr, des femmes qui ont déjà du succès, ça veut dire que des stratégies, ils en ont, ils ont fait des coachings, ils se connaissent, ils ont une bonne vision du marketing, leurs clients ont des résultats. Donc, c'est la crème de la crème là, qui arrive et cette crème de la crème-là vient avant tout, je pense, pour une présence très spéciale pour les aider. Ils cherchent une présence très spéciale pour les aider à passer ce premier plafond-là qu'elles sentent, mais habituellement sur un an, passer des dizaines de plafonds, j'ai envie de dire, parce que quand tu rentres en coaching avec moi, ça peut être extrêmement... c'est un accouchement après l'autre, j'ai envie de dire, puis on voit des femmes partir d'un espace dans leur business, d'un espace intérieur dans leur vie personnelle, d'un espace intérieur dans leur vie de femme. Et un an plus tard, elles sont complètement ailleurs. Elles sont complètement ailleurs et jamais elles auraient pu imaginer où est-ce que le processus les amène. Donc, même moi, au départ, je ne le sais pas exactement. Tu sais, des fois, les gens, ils veulent savoir exactement qu'est-ce qui va... Mais je ne le sais pas exactement. C'est tellement vivant. Il y a quelque chose de tellement unique avec chaque cliente.
il y a une magie qui se crée dans la relation aussi. Et je pense que les femmes viennent chercher une personne qui est capable de supporter des grandes transitions tant personnelles qu'au niveau entrepreneurial. Les femmes viennent chercher une présence qui est solide aussi, qui a de l'expertise. Donc, on s'entend, j'ai pas 20 ans et je ne m'improvise pas coach d'affaires, là. J'ai beaucoup de... Disons, j'ai pas le goût de dire bagage, mais j'ai beaucoup de... Mais j'ai fait mes preuves, mettons. J'ai moi-même une entreprise qui fait dans le multimillion depuis des années... Et j'ai toujours eu une croissance qui est différente de celle des autres. Donc, j'ai une croissance qui m'est très unique. J'ai une façon de me présenter qui est très unique. J'ai une vision qui est très unique. Et moi, ce que j'encourage, c'est justement les femmes à créer une vision qui est complètement unique, chacune pour elle. Donc, on ne sait jamais... On le sait que c'est une évidence quand on commence à travailler ensemble, mais je pense qu'il faut avoir l'ouverture de se laisser surprendre par jusqu'où ça va nous amener et quel est l'endroit exactement où est-ce que cet accompagnement-là va les amener en sachant que c'est vivant puis que c'est différent pour tout le monde. Puis qu'est-ce que tu observes que souvent ils viennent démêler avec toi? C'est quoi qui est redondant, là? Bien, c'est pas nécessairement que c'est redondant, mais tu sais, ce que les femmes, en fait, tu sais, il y a une chose, en fait, quand elles viennent travailler avec moi, c'est qu'elles veulent faire x3, entre x3 et x10 de leur chiffre d'affaires. OK? Donc, ça, c'est clair en partant. Et elles savent que la version d'elles qu'elles sont ou qu'elles incarnent en ce moment n'est plus alignée avec là où est-ce qu'elles s'en vont. Donc, là où est-ce qu'elles s'en vont, puis ce qu'elles ont besoin de créer, elles ont comme besoin de transformer des choses, de transformer des choses à l'intérieur d'elles. Puis là, elles sont face à leur propre système, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment ça hein, que l'entrepreneuriat nous montre. L'entrepreneuriat, en fait, c'est une initiation après l'autre, mais c'est vraiment une initiation pour moi personnelle après l'autre. C'est que peu importe c'est quoi notre histoire de vie, nos préférences, nos système de prédilection, qui on est, comment on agit dans notre vie personnelle. Même si on fait énormément de développement personnel, bien, l'entrepreneuriat va toujours te ramener le nez dedans. Là où est-ce que tu te dis, ah, ben moi, j'ai déjà vu ça, j'ai tellement travaillé ça, je suis même devenue une experte de ça avec mes clientes. J'aide mes clientes à transcender certains espaces, puis boum, l'entrepreneuriat a ce don sacré de nous ramener exactement le nez là où est-ce qu'on pensait s'en être guéri, transformé, transmuté, on peut le nommer comme on veut, mais même moi, mon processus entrepreneurial, je veux dire, je suis pas... tu sais, je veux dire, je suis ma première cliente, puis c'est la première chose que j'observe, c'est qu'à chaque fois que je vis une initiation dans mon entreprise, ben cette initiation-là me ramène le nez directement là où est-ce que Marie Guérin regarde encore. Puis je me rends compte que souvent, ben c'est moi le bâton dans les roues, c'est mes systèmes le bâton dans les roues de ma croissance entrepreneuriale ou de l'initiation, qu'est-ce qui m'empêche de traverser rapidement l'initiation, ben c'est moi. En fait, c'est mes systèmes, c'est quelque chose que je vais rejouer soit avec un membre de mon équipe ou que je vais rejouer même avec une cliente. Hein. Tu sais, si moi, je suis pas alerte de tous ces systèmes-là, ben oui, je vais embarquer dans le système sans m'en rendre compte. Puis je pense aussi que c'est ça que les femmes brillantes, parce qu'elles sont brillantes, hein, quand elles viennent travailler avec moi, elles se disent, ben je vais me faire voir pour vrai. Il y a quelqu'un qui va me caller out. Il y a quelqu'un qui va être capable de me montrer exactement là où est-ce que je peux me raconter des histoires ou encore là où est-ce que j'ai des œillères. Et ces femmes-là viennent vers moi parce qu'elles savent que je ne vais pas les ménager. Et pas ménager, ça veut pas dire que je vais avoir des comportements durs avec elles. Non, absolument pas. Ça veut dire que je vais être capable. Premièrement, j'ai la clarté, j'ai la compréhension, puis je vais être capable de voir qu'est-ce qui se passe pour elles et je vais leur dire exactement ce que j'observe. Et habituellement, c'est justement à travers ces observations-là et la willingness de la cliente, parce qu'il faut être willing, hein. J'ai beau montrer un système à une femme, si elle n'est pas prête à le voir et si elle n'est pas prête à assumer que c'est elle qui joue ça, et qu'elle se raconte encore que ben, c'est ma personnalité d'être comme ça. Non, c'est pas ta personnalité. C'est un système que tu es en train de jouer avec un membre de ton équipe ou avec un membre de mon équipe ou avec
tous tes clients. Et toi, tu te dis, par exemple, que c'est ta personnalité. Mais c'est pas ta personnalité, c'est quelque chose que tu as appris à faire pour continuer à recevoir de l'amour, parce que tu as peur de perdre, parce que ça te fait vivre de l'inconfort, parce que tu te dis que tu es faite comme ça. Non, tu n'es pas faite comme ça. Tu es prise dans un système et tu m'engages pour que je t'aide non seulement à le voir, mais aussi à le transcender et à trouver des nouveaux repères, puis à t'entraîner, là, vraiment à t'entraîner pour sortir de ce système-là le plus rapidement possible. Parce qu'à la minute où est-ce qu'on voit que les clientes sortent de leur système, soit avec les membres de leur équipe ou avec leurs clients ou avec moi ou avec un membre de mon équipe, et plus l'argent rentre. Tu sais, il y a comme une évidence qui se crée. C'est comme, nos systèmes, c'est quoi? C'est notre matrice. C'est ce qu'on a construit inconsciemment dans notre vie pour survivre. OK? Donc, cette matrice-là, c'est pas quelque chose d'extérieur à soi. C'est vraiment une création, c'est un grand tissage qu'on fait de tous nos systèmes de prédilection et on évolue là-dedans et notre entreprise évolue là-dedans et nos clients évoluent là-dedans. Et ce qui fait en sorte que quelqu'un a moins de succès client, ben c'est bien souvent parce qu'il est pris dans une matrice ou encore ses clients peuvent avoir énormément de succès parce que la personne passe son temps à sauver les clients parce que c'est trop inconfortable de voir des clients coincés à quelque part d'inconfortable, mais après ça, les clients ne sont pas autonomes. OK? Donc, en fait, c'est tout ça qu'elles viennent travailler avec moi, les clientes. Tu sais, mes clientes viennent travailler avec moi parce qu'elles savent que je vais être capable de voir, parce qu'elles savent que je vais être en mesure de les challenger, parce qu'elles savent que je suis profondément là pour elles aussi. Tu sais, c'est vraiment de l'accompagnement de proximité. Donc, je suis profondément là avec elles. Elles savent que je ne vais pas les ménager et elles sont prêtes à voir plus grand. Elles sont prêtes à vraiment monter dans leur potentiel le plus élevé, puis elles sont prêtes à surtout sortir de cette matrice-là, finalement, qui les empêche d'être libres et qui empêche leur équipe d'être libre et qui empêche leurs clients d'être libres. Donc, c'est ça qu'elles viennent travailler pendant 1 an avec moi et c'est un travail de profondeur, c'est un travail de minutie aussi, c'est du travail de dentelle, c'est du travail c'est du mastery. Et comment est-ce que je peux accompagner les gens à travers ce mastery-là? Ben, il y a une seule raison pour laquelle, c'est que je le fais avec moi-même. C'est je m'en passe pas des petites vites, puis j'ai l'humilité, vraiment un grand travail d'humilité. J'ai l'humilité de me regarder puis de faire comme, OK, là, j'ai glissé dans mon système de prédilection. Je l'ai pas vu venir, c'est passé par derrière, parce que plus on s'éveille, plus c'est sneaky, moins on le voit venir, plus on tombe dans des trappes, plus on se laisse séduire, et parce que moi, je suis vraiment dans ce processus-là, jusqu'à la fin de mes jours, je vais être dans ce processus-là. Ça fait partie de qui je suis, de mon processus de guérison, j'ai envie de dire, en tant qu'être humain. Ça fait partie de ma mission aussi, de le faire pour moi, pour ma famille, pour vous, Martin, Émile, pour mon équipe aussi, pour mes clients. C'est mon engagement de faire ce travail-là, mais parce que moi, je fais ce travail-là, ben, les femmes se sentent en sécurité de venir faire leur travail avec moi. Puis, bien sûr, il y en a qui y résistent. Il y aura toujours des personnes qui ne seront pas prêtes. Tu sais, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à voir à quel point elles tissent du contrôle partout. Ça peut être surprenant pour elles parce que, bien que les stratégies et les structures, c'est super important, des femmes qui ont fait du développement personnel puis qui ont travaillé sur leur leadership sont souvent surprises que ça revient encore à ça, qu'il faut à nouveau se regarder, il faut à nouveau travailler sur soi puis avoir clair sur le système qu'on a remis en place. Peux-tu me donner un exemple d'un système, qui a été reproduit chez un client que vous avez réussi à avoir puis que vous avez réussi finalement à mettre en lumière et à transcender? Mais tu sais, j'en vois à tous les jours des systèmes, mais tu sais, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est je pense à 2 clientes qui ont que leur système part de la même blessure. OK? Parce qu'habituellement, un système, en fait, tout un système est déclenché parce qu'il y a une blessure qui est activée. OK? Donc, comment on voit un système? Tu sais, parce que juste pour donner une idée, c'est quoi un système relationnel, puis comment on tombe dedans de façon très inconsciente. OK? La première chose, c'est qu'il y a un déclencheur. Il y a un déclencheur externe qui fait en sorte que le système se réveille. OK? Donc, il y a un déclencheur.
le système se réveille parce qu'il y a une blessure à l'autre bout du système qui est activée. OK? Donc, il y a un déclencheur qui active une blessure. Tu me suis? Ce déclencheur-là, une fois qu'il est activé, habituellement, il y a une émotion, OK, qui va suivre il y a le déclencheur, il y a une émotion, et tout de suite, la personne, comme il y a une émotion qui monte, et tout ça, là, ça se fait en une fraction de seconde. Là, c'est pas quelque chose que la personne pense, OK, j'ai un déclencheur, il y a une émotion qui va monter, mais je vous le défais pour être en mesure de comprendre de quoi on parle. Donc, il y a un déclencheur. Par exemple, je vais donner un exemple de déclencheur, ça peut être le ton de voix d'une personne. OK? Donc, la personne entend un ton de voix, puis tout de suite, il y a quelque chose qui monte. OK? Là, il y a une émotion. C'est ça. Là, il y a une émotion qui monte. Puis là, cette émotion-là, ça peut être du... La dévalorisation. Ben ça peut être... Mais une émotion, tu sais, ça va plus être du ressort de, tu sais, disons qu'on reste là, de la joie, la colère, la peur. Tu sais, on va rester dans l'émotionnel. Tu sais, ça peut être une peur qui monte. J'entends un ton de voix, puis deux personnes vont entendre le même ton de voix. Il y en a une que c'est la peur qui va monter, puis pour l'autre, non, il n'y a rien qui va monter. OK? Donc, pour une personne, le ton de voix... il y a une peur qui monte, OK? Il y a une peur qui monte. Et là, suivi, qu'est-ce qui suit cette émotion-là? C'est, par exemple, la personne ne veut pas ressentir la peur. C'est très humain de ne pas vouloir ressentir une émotion, OK? Donc là, la personne va, par exemple, commencer à... là, il y a un mécanisme de défense qui va embarquer. Le mécanisme de défense, c'est quoi? Ben, ça peut être de la rationalisation. La personne peut commencer à se justifier. La personne peut commencer à expliquer. La personne peut carrément partir dans la fuite puis fuir la relation. OK? Donc, il y a des dizaines de mécanismes de défense qui peuvent embarquer, là, selon la personnalité de la personne, son éducation, ses préférences personnelles, sa personnalité, name it. OK? Donc là, la personne peut se braquer aussi. La personne peut se braquer, devenir très défensive. Donc, selon à qui on a affaire, ben il y a ça qui va embarquer. Donc, il y a un mécanisme de protection, de défense. OK? C'est important de faire la différence entre les deux qui embarque. Une fois que le processus, une fois que le système de défense embarque, là arrive un système relationnel, OK? Donc, par exemple, si la personne, elle entend un ton de voix, elle a peur, et là, elle se met à rationaliser. Bon, là, elle est en train de me parler comme ça parce que là, elle est fâchée, puis là, elle se met là, comme à tout se raconter une histoire. Elle fait de la projection. C'est exactement, elle peut faire de la projection, elle peut faire de la rationalisation, elle peut s'expliquer... Selon sa personnalité, là, il y en a plein là, dans lesquels elle peut tomber. Et là, il y a un système relationnel qui embarque. Donc, selon encore la personne avec qui on deal, ben ça se peut que la personne vive, par exemple, de la culpabilité. OK? Donc, ben là, je me sens coupable, j'ai peur, puis là, elle entre avec l'autre personne dans un système de juge coupable. OK? Donc là, elle va commencer à se culpabiliser, puis là, « Oh, mais mon Dieu, je suis pas correcte, puis là, je suis comme ça, puis là, j'ai fait ça, puis là, oh mon Dieu, je veux pas déplaire, puis là, oh mon Dieu, j'ai tellement peur que la personne le prenne mal. » Puis là, la personne va vraiment se mettre à projeter sur l'autre. Et là, l'autre personne, parce que là, il y a un système, puis il y a un système de juge coupable qui est là, mais l'autre personne peut commencer à faire du jugement, on peut commencer à avoir du jugement, puis là, le système devient de plus en plus fort, OK? Et suite à ça, ben si on gratte un petit peu, on peut vraiment aller voir que ce système-là, ben la personne, elle reproduit chaque fois qu'elle entend un ton de voix d'une certaine façon, elle reproduit tout le système, puis le système embarque tout seul. Et là, il y a un système relationnel qui est mis en place avec la personne, puis là, les deux, ils tournent dans le système, puis là, ils se complètent dans le système, puis ça devient comme leur système naturel, OK? Donc, une fois que tu es rendu dans le système, ben tu peux prendre un moment de recul puis te faire comme « OK, mais comment ça se fait que je suis dans ce système-là? Qu'est-ce qui se passe? » Et là, on peut voir que la personne, finalement, elle a une blessure de dévalorisation.
Elle se sent pas à la hauteur. Puis, elle a vraiment peur de déplaire. Elle a vraiment peur de perdre l'amour. Elle a vraiment peur, mais c'est une blessure de dévalorisation qu'elle connaît depuis toujours. Puis, elle peut aussi commencer à se poser des questions. Mais j'ai vécu ça avec mon ex, j'ai vécu ça avec ma meilleure amie, puis là, j'ai vécu ça avec ma mère depuis que je suis enfant. Et là, on voit que la personne est prise dans cette blessure de dévalorisation-là. Et à chaque fois que la blessure de dévalorisation est éveillée, la personne entre dans un système avec une personne selon les déclencheurs qui, elle, la déclenche. OK? Donc, ça demande énormément. Puis ça, il y a une dizaine de systèmes, il y a des milliers de déclencheurs, on peut vivre des émotions. Donc, il n'y a pas du « OK, c'est ça, puis c'est tac, 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 c'est tout le temps ça. » Donc, notre travail dans ce temps-là, c'est de vraiment définir c'est quoi la séquence. Moi, j'appelle ça la séquence de prédilection de la personne qui fait en sorte qu'elle tombe dans sa blessure de dévalorisation. Donc, je reviens à ta question, parce que ta question était comment je le vois, ça. Mais je le vois beaucoup quand les filles, tu sais, mes clientes qui ont beaucoup de succès, à un moment donné, elles commencent à construire des entreprises. Parce que beaucoup de... oui, c'est ça, des équipes. Parce que tout ce que tu dis, ça se passe tellement... Là, tu l'expliques très bien, puis ça semble être une évidence. Puis pour quelqu'un qui écoute, dit, ben moi, je peux voir facilement, mais ça se passe tellement vite et c'est tellement sournois que la personne est surprise d'avoir mis ça en place, pensait même l'avoir vu, pensait même l'avoir travaillé et continue à le créer. Puis quand on est en relation avec des équipes, quand on est en relation, puis on est en hyper-croissance, puis ça va vite, on est en relation avec des gens, il y a toutes sortes de gens il y a toutes sortes de dynamiques différentes. Et là, il y a toutes sortes de mauvais choix, toutes sortes de dynamiques qui s'installent qu'on n'a pas vu venir, qu'on n'a pas vu qu'on a mis ça en place, puis qu'on n'a pas vu les erreurs qu'on a fait à travers ça. Puis il y en a des dynamiques qui sont plus dures à voir, tu sais, comme quelqu'un qui refoule, puis qui sourit, qui est en personnage, qui sourit, qui fait semblant que tout va bien tout le temps, puis qui refoule, qui est fâché, puis qui s'occupe pas du fait qu'il est plein de refoulement. Quand cette personne-là explose, tout le monde est comme, mais voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mais cette personne-là, son mécanisme de défense, c'est le refoulement. Donc, la personne a refoulé, fait comme si tout va bien, sourit, entretient plein de relations avec tout le monde. Tout le monde pense que la personne va bien, mais au fond, elle refoule, puis là, pow, ça saute. OK? Donc, chaque personne a sa propre... Tu sais, on a toute notre propre matrice, là. Puis, tu sais, moi, cette semaine, je me suis réveillée, puis je me suis rendu compte comme, oh, je l'avais pas vu. Mais ça fait 6 mois que je roule dans un système, puis je m'en rendais pas compte. Parce que personne n'était à l'habitude. Ben non, je m'en rendais pas compte. Et quand je m'en suis rendu compte, ça a fait comme, voyons donc, comment est-ce que j'ai pu être dans le système aussi longtemps sans m'en rendre compte quand c'est ça le travail que je fais. OK? Donc, c'est beaucoup pour ça que les clientes vont venir travailler avec moi parce que je les vois, tout ça. Je suis capable de le caller out, je suis capable de le voir tant pour moi que je suis capable de faire ce travail-là avec elles. Mais je veux quand même répondre à ta question de tantôt, c'est comment, tu sais, tu me disais comment tu peux voir avec certaines clientes comment ça se produit. Puis, je vais prendre 2 clientes, OK, qui ont la même blessure, OK, la même blessure de dévalorisation, parce que c'est beaucoup là chez les entrepreneurs. C'est quelque chose, la blessure de dévalorisation, c'est une blessure très commune à l'entrepreneur, OK, ou aussi à tous les artistes. Beaucoup d'artistes deviennent des artistes parce que, en fait, ils sont en réaction à une blessure de dévalorisation. Une blessure de dévalorisation. Donc, la personne veut être vue, veut être reconnue pour son talent, être respectée. Tu sais, pourquoi? Parce que, bien, souvent, peut-être qu'elle a manqué d'être valorisée et vue par sa famille pour telle chose, parce que ses parents ou encore sa famille étaient pas sensibles à son talent, mais là, la personne en a développé un besoin fondamental d'être vue et reconnue. Donc, la blessure de dévalorisation chez les artistes et les entrepreneurs qui se ressemblent beaucoup. D'après moi, des entrepreneurs, c'est les plus grands artistes de la planète, OK? C'est vraiment créatif. C'est de la créativité... Pour moi, un entrepreneur, c'est créatif. C'est les grands entrepreneurs sont des grands artistes. Puis ça me touche profondément parce que je me reconnais là-dedans. Fait que, donc, 2 clientes, je vais y arriver, 2 clientes qui, toutes les 2, partent d'une blessure de dévalorisation. Une va la jouer en sauvant. Donc, elle se valorise en sauvant tout le monde. Elle sauve tous les manques de son équipe, elle sauve ses clients, puis là, je la vois aller, puis elle sauve. Mais en même temps, elle entretient l'autre polarité du système. Ça veut dire qu'elle s'attend à être sauvée. Pour elle, être bien servie,
ça veut dire que il faut la sauver. Puis quand elle se sent sauvée, puis quand elle voit que les gens sont comme en urgence pour la sauver, là, elle sent qu'elle a un bon service. Donc, cette personne-là, c'est ça qu'elle a à défaire parce que ça, c'est dans le chemin de sa croissance, c'est dans le chemin de la transformation de ses clients, c'est dans le chemin aussi de son leadership avec son équipe. Elle va engager des personnes qui n'ont pas les compétences. Pourquoi? Parce qu'elle voit le potentiel de telle personne. Elle laisse les autres personnes de son équipe prendre le lead de son entreprise. Elle prend pas sa place en tant que leader, mais pour elle, ça, c'est sa personnalité. Elle confond le fait qu'elle sauve tout le monde, puis probablement qu'elle se valorise là-dedans. Tu comprends ce que je veux dire? J'aime beaucoup ce que tu dis, parce que souvent, tu dis que il y a personne qui prend le plus de pouvoir sur l'autre que le sauveur. Oui, absolument. Et le sauveur, il peut souvent partir d'un espace qui peut sembler de la bienveillance, où on pense que c'est de la bienveillance. Donc, le sauveur semble pas être le plus mauvais des traits. Mais en fait, il peut causer beaucoup de dommages. Mais il crée énormément de dommages, premièrement, parce que ça fait des entreprises, disons un sauveur, un leader sauveur à la tête de son entreprise. C'est quelqu'un qui va avoir de la difficulté à mettre un cadre, à assumer son cadre. C'est quelqu'un qui va vouloir plaire à tout prix. C'est quelqu'un qui va rentrer dans les histoires dramatiques de l'un et de l'autre. C'est quelqu'un qui va avoir toujours besoin d'être au cœur de tous les drames dans l'entreprise. C'est quelqu'un même qui va la philosophie de son entreprise va être dans le sauvage. OK? Donc, la personne, comment elle va jouer ça avec moi ou avec les gens de mon équipe? Ben, elle va s'attendre pour dire qu'elle a un bon service. Si tu me sauves pas, tu me donnes pas un bon service. Donc, de défaire ça en conscience avec un entrepreneur, c'est vraiment de lui redonner. C'est du gros travail, mais c'est aussi de lui redonner tellement de puissance, de souveraineté, puis c'est vraiment d'être capable de faire ce travail-là avec une personne dans l'amour, parce que moi, c'est ce que je veux faire. Je le vois, le pattern, je le vois qui est activé, puis c'est quelque chose, tu sais, quand c'est gros comme un éléphant qui flash dans une pièce, là, quand quelqu'un est dans le sauveur à côté, puis que la personne pense que c'est sa personnalité, puis un peu le syndrome de la mère Teresa, là, si tu veux, OK, ben la personne, elle valorise souvent cette partie-là de elle. Elle valorise ça, c'est quelque chose qu'elle s'est beaucoup valorisé. Fait que de lui dire que, hey, attends un petit peu, là, ce que tu es en train de faire, c'est destructeur. T'aides personne, t'aides pas ton entreprise. En fait, tu prends du pouvoir sur tout le monde, t'empêches les vraies transformations, parce que la vraie transformation, c'est quand la personne devient souveraine et autonome. Ça peut être extrêmement challengeant. C'est vraiment une claque au visage, là, de oui. Voir que tout le bien que tu voulais faire nuit, et que ton équipe ne devient pas autonome, que ton équipe ne devient pas responsable. Que tes clients ne se transforment pas, que tes clients, finalement, ils s'accrochent à toi, que finalement, toi... Puis souvent, comment on le voit, tu sais, une personne qui est dans le sauveur, la personne a un agenda rempli, la personne n'a plus de temps, la personne est toujours dépassée, la personne n'est pas dans son leadership. Puis c'est ça. C'est extrêmement... c'est épuisant de regarder ça. En fait, c'est épuisant, puis mon rôle à moi, c'est d'être là pour la personne, puis de l'accompagner à son rythme à sortir de là. Parce que imagine si toute sa vie est construite là-dessus, ça peut être extrêmement challengeant de faire comme « ouf, OK, mais c'est ma vie qui est construite là-dessus, toutes mes relations sont construites là-dessus, j'ai créé ça avec ma famille, j'ai créé ça avec mes enfants, j'ai créé ça avec mes amis. C'est comme ça que je me suis construit en pensant que c'était ma personnalité. » Mais c'est pas ma personnalité. C'est un mécanisme de défense qui m'emprisonne puis qui emprisonne tout le monde. Donc, l'entrepreneuriat va nous ramener à ça. Puis j'ai un autre exemple de client qui est complètement à l'opposé, qui, elle, est dans la blessure de dévalorisation aussi, mais pour elle, ça passe dans le contrôle. Elle contrôle tout. Elle va être dans le micro-management. Elle n'est pas capable de faire confiance. Puis, encore une fois, c'est la même chose. En fait, elle est tellement contrôlante qu'elle coupe la vie, elle coupe l'inspiration autour d'elle. Les personnes elle enlève l'oxygène. Les gens ne sont pas capables de rester pour travailler avec elle. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent dans un étau. Mais ça part d'une personne. Ça part de la personne qui est tellement insécure personnellement, puis tout ça, ça part dans aussi de la dévalorisation de son côté. Je peux voir, c'est la même racine, mais ça ne se joue
pas de la même façon. Ça se joue de façon complètement différente. Ça se joue justement et elle va dire que c'est un côté très maternel et maternante, mais c'est pas un côté maternel et maternante. Hein? On voit le sauveur ici, là encore, mais en même temps, c'est une façon de contrôler l'environnement parce qu'il y a une insécurité qui est insupportable pour la personne, ou encore, tu sais, il peut y avoir il y a de l'insécurité, mais il y a aussi de l'impuissance. Tu sais, quand la personne vit de l'impuissance, là aussi, elle peut rentrer dans un contrôle massif. Et comment ça peut aussi vraiment affecter les clients? Parce que tu peux être dans le contrôle avec tes clients, puis à chaque fois que tu vis de l'insécurité avec ton client, mais tu t'en vas essayer de contrôler sa transformation, puis de plus l'encadrer encore. Mais encore là, c'est des coupes-vies. Tu sais, c'est du coupe-vie, ça empêche l'air de circuler, ça empêche la vraie transformation de se faire. Puis d'être dans une équipe avec un leader qui est dans l'hyper-contrôle ou qui est dans le micro-management, ça peut être extrêmement suffocant. Et je sais parce que je sais, moi, je serais pas capable de supporter ça. Dans le sens où est-ce que moi, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'être créative. Puis quand quelqu'un essaie de me contrôler, en fait, ça coupe toute forme de créativité de ma part. Puis ça fait en sorte aussi que, je vais me trouver une autre place où pratiquer, tout simplement. Il doit y avoir beaucoup de résistance à voir ça, parce que quand les femmes arrivent dans notre univers, nécessairement, ils viennent parce que souvent, ils ont un défi. Et tout de suite, ils vont chercher des solutions externes de type « j'ai besoin d'un tunnel, j'ai besoin d'un site web, j'ai besoin d'une équipe, j'ai besoin de ci, de ça. Ouais. » Et là, toi, ce que tu mets en lumière, finalement, c'est qu'ils ont mis en place un système qui les nuit énormément. Ouais. Et c'est pas la réponse qu'ils s'attendaient, puis c'est pas la réponse qu'ils voulaient nécessairement regarder. Oui, mais moi, c'est la première chose que je vois, tu sais, en fait, avec les personnes. Tu sais, la première chose que je travaille avec une personne, c'est, puis je veux vraiment dire aussi que, en fait, moi, je construis toujours en simultané avec la personne. Tu sais, c'est comme, je ne fais pas partie de l'école qui dit, OK, toute ta transformation avant, puis là, une fois que ta transformation sera faite, là, tu pourras commencer à construire. Oui, c'est important de tout le temps générer des revenus. On peut pas tout arrêter parce qu'il y a une blessure à regarder. Puis pas juste une blessure, mais un système qui mène ta vie. Fait que c'est comme, OK, on fait rentrer des revenus, on met des stratégies en place, on construit, mais en simultané, on fait ce travail-là. Pourquoi? Parce que ce qui nuit vraiment selon moi, là, ce qui nuit vraiment à l'expansion massive et rapide d'une personne. Puis là, on parle, là, tu sais, moi, j'ai des clients qui sont passés de 100 000 à 900 000 en une année. Pardon. Donc, j'ai des clients qui sont passés de 100 000 à 900 000 dans une année. J'ai une autre cliente qui est passée de 600 000 à 1,5 million dans un an. J'ai une cliente qui a commencé, elle avait fait 30 000 avec son entreprise quand elle est arrivée pour travailler avec moi, puis elle s'est rendue au million en moins de 12 mois. Tu sais, on parle de des success stories massifs. Mais ce qui est au cœur du travail que je fais avec ces personnes-là et qu'est-ce qui rend ces transformations-là possibles, et c'est en fait cette abondance-là possible et ces sauts quantiques possibles, c'est le fait que les femmes avec qui je travaille ont l'humilité de faire ce travail-là en simultané, qu'elles construisent leur entreprise, qu'elles mettent en place des stratégies, qu'elles embauchent des personnes, puis à chaque fois qu'il y a une personne qui arrive dans l'équipe, ben le travail est mis en place. Pourquoi? Parce que toi, Martin, tu me déclenches certains systèmes, of course, tu sais, t'es mon conjoint, t'es mon amour, tu me déclenches dans des systèmes, puis on a des systèmes, puis on les voit, puis c'est comme je peux pas croire qu'on est encore là. Tu sais, des fois, on est vraiment intense dans nos systèmes, puis ça fait partie de la vie. Mais j'ai des systèmes avec Jade que j'entretiens avec Jade qui sont complètement différents de ceux que j'entretiens avec toi. J'ai des systèmes avec chaque membre de mon équipe. Puis plus que ton équipe est grosse, plus qu'il y a des systèmes. Puis non seulement toi, tu dois te regarder à travers tes propres systèmes, mais tu dois découvrir
les systèmes des autres. Mais oui, parce que les autres aussi vivent des systèmes entre eux qui sont différents de moi, ce que je vis envers eux. OK? Donc, quand tous ces systèmes-là arrivent de tout bord, tout côté, puis que finalement, l'entrepreneur ou moi ou n'importe qui... N'était pas prêt à puis, ça. Non, mais ils s'attendent pas. Ben non, mais ils s'attendent pas à ça. Ils s'attendent pas au fait de faire comme « Oh, OK, c'est de retour dans ma vie. » Puis là, c'est comme j'ai pas le choix de voir ce qui se passe. Puis tu sais, dans l'entreprise, là, disons qu'on a 2 membres de l'équipe qui entretiennent un système toxique ensemble, ça a des répercussions sur tous les membres de l'équipe. OK? Donc, par exemple, j'ai 2 membres de l'équipe qui sont vraiment dans un système bourreau-victime, puis je les vois aller, puis c'est comme juge coupable, bourreau-victime, parce que c'est beau de se dire, OK, on entretient un système, mais habituellement, les systèmes se tiennent la main les uns les autres. Fait qu'il y a un système qui embarque, puis là, il y en a un autre qui embarque, puis... Et toi et, par exemple, Jade, vous avez des systèmes différents du système que moi, j'entretiens avec Jade. Le système que tu entretiens avec Naomi est différent du système que moi, j'entretiens avec Naomi. Donc, tout ça, finalement, est tellement vivant, puis tout ça est tout le temps d'actualité pour moi. Et je regarde, et ça, c'est très, très clair pour moi, c'est que quand on fait des lancements, je m'en vais là, c'est que les lancements nous montrent en pleine face c'est quoi les systèmes dans lesquels on est, puis qui joue les systèmes avec qui, puis qu'est-ce qui est dans le chemin de la croissance de l'entreprise, qu'est-ce qui va bien dans l'entreprise aussi, qu'est-ce qui a besoin d'être regardé. Fait que l'entrepreneuriat, c'est un amplificateur de ce qui demande à être vu en soi. Puis en plus, quand on rentre en lancement, ça devient un amplificateur, disons, fois 1000. C'est comme, moi, j'appelle ça, là, c'est comme un oracle. C'est souvent là que les entrepreneurs sont un peu complètement dépassés parce qu'il y a ce lancement-là qui est une production, qui doit la faire, il faut la planifier et tout. Mais là, presque tous les zombies, les monstres remontent à la surface pendant ce moment-là, dans un moment extrêmement stressant. Et ils savent pas comment gérer cette situation-là. Oui, bien, non seulement ils savent pas, mais c'est comme « it's in your face ». Tu sais, c'est vraiment comme, il y a le spotlight sur ton entreprise, sur tous les systèmes que tout le monde entretient avec tout le monde. Shit hit the fan, là. C'est souvent ça, là. Le lancement, ça te montre exactement... Il y a des gens qui vont démissionner. En plein lancement. Mais ça nous montre la nature humaine de chaque personne, ça nous montre le niveau de leadership de chaque personne, ça nous montre tout. Oui. C'est un révélateur qui peut être soit extraordinaire, parce qu'on a eu, nous, des lancements, puis chaque lancement est différent, là, je tiens à le dire, mais le lancement nous a montré des choses exceptionnelles. Certaines fois, OK, l'équipe va bien, on a travaillé main dans la main, c'était silencieux dans le Slack, c'était comme on entendait quasiment de la petite musique classique, jouer dans le Slack, tellement qu'on était en symbiose les uns avec les autres. Puis des fois, c'est comme le Far West. C'est comme OMG, qu'est-ce qui se passe ici? Puis là, c'est comme tous les squelettes qui montent. Donc, c'est pour ça aussi que quand on est un entrepreneur, tu sais, de notre trempe, là, puis de la trempe de mes clientes, on a besoin de s'entourer de vraiment d'équipes expertes avec des leaderships extrêmement élevés. Et moi, quand je vais chercher des gens dans mon entreprise, je vais toujours embaucher des gens, pas parce que je vois donc le potentiel en la personne. C'est comme, déjà là, je serais dans un système sauveur-sauvé avec la personne. Je serais dans un système aussi de dépendance affective avec la personne. On s'entend abandonner que déserteur. Oh, il y a tellement de potentiel une fois qu'il va avoir compris sa valeur. Tu sais, combien d'entrepreneurs j'ai vu rentrer dans ce panneau-là? Et ça, finalement, c'est quelque chose qu'elles ont vécu dans leur vie amoureuse. Elles ont réussi à peut-être s'en sortir, puis que, boum, elles rentrent dans leur entreprise. C'est la première chose qu'elles se mettent à jouer dans leur entreprise à l'embauche. OK? Ou encore... C'est revenu, mais c'est maquillé différent. C'est différent. Un masque différent. Oui! Mais ça se reproduit à nous. Exactement. C'est qu'on joue exactement les mêmes systèmes fois 1000 avec les membres de notre équipe. Donc, on l'a peut-être transcendé dans notre vie personnelle. Peut-être pas, mais peut-être qu'on l'a transcendé dans notre vie personnelle. Puis on se dit, ah, OK, enfin, je suis dans une relation saine. J'ai choisi une personne. Je suis tombée amoureuse de cette personne-là pour qui elle était au moment où je l'ai rencontrée et non pas pour tout le potentiel que je lui ai vu. Puis là, boum, j'embauche. Puis là, je me mets à embaucher avec le potentiel. Et là, c'est la même blessure qui est activée, mais avec une personne de mon équipe.
Mais si je peux me permettre, là, cet aspect-là de ton coaching, de ton unicité, là, de ton expertise, c'est rarement vu. C'est-à-dire qu'on parle toujours de stratégie, de structure, de CRM, d'offres, low ticket, high ticket, tunnel, VSL. Mais ce que tu nommes là, depuis tantôt, là, que les gens connaissent peu, en fait, c'est vraiment ton expertise originelle. Là. C'est-à-dire qu'avant d'être être coach de business, tu étais une coach relationnelle. Ouais. Et ça, tu as donné un nom à tout ça. C'est-à-dire que tu en as fait ta première formation, ta formation phare. Exactement. Donc, tu l'as appelée Phoenix. Oui. Mais avant tout, tu sais, je pense que c'est important de savoir que, tu sais, Phoenix est né de quoi? Phoenix est né de... suite à un coaching avec une des personnes qui était supposée d'être la coach d'affaires du Québec, la personne de la francophonie, la personne la plus haute du temps. Puis dans ce temps-là, il y avait 3 personnes sur le marché. Fait que c'était autre chose, c'était une autre game. Mais j'étais allée travailler avec cette personne-là et ce que je me suis rendu compte, c'est que cette personne-là faisait un écueil professionnel après l'autre. Donc, la personne était constamment en train de faire, puis je le voyais dans son accompagnement, puis je me disais... Ça n'a pas de sens. Je voyais tous ces écueils, elle les jouait avec moi, elle tombait dans chacun des pièges, puis c'était plus fort que moi, j'étais formée là-dedans, fait que c'est sûr et certain que je la voyais aller. Et c'est vraiment là que j'ai compris, OK, le milieu du coaching a besoin de comprendre certaines choses que je sais, que j'ai appris, que j'ai étudiées pendant 15 ans, et moi, je peux vraiment servir ces personnes-là. Explique-moi, c'est quoi un écueil? Parce que souvent, tu nommes ce mot-là et les gens sont un peu surpris. Ils ne savent pas c'est quoi exactement. Oui, c'est sûr, ils sont surpris parce qu'ils n'apprennent pas les écueils dans leur formation professionnelle, mais un écueil, c'est une faute professionnelle, premièrement. Puis souvent, un écueil, en fait, c'est une faute professionnelle que les gens, comme je disais tantôt, pensent que ça fait partie de leur personnalité d'être comme ça. Comme, par exemple, d'être énormément dans la familiarité avec ses clients. OK? C'est pas normal d'être ami avec ses clients. À la minute où est-ce que je suis en posture d'autorité, OK? En fait, de tomber dans la familiarité, de devenir ami avec mes clients, en fait, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la distorsion dans le champ relationnel, puis dans le champ de transformation, puis ça vient polluer ça vient polluer le champ transformationnel de la personne. Ça vient polluer le coaching ou ça vient polluer ma posture, OK? Et le travail que je peux faire avec la personne. Pourquoi? Parce que puis à chaque fois, hein, on le voit, à chaque fois que quelqu'un est dans la familiarité avec ses clients, souvent, ce qu'on dit, oui, mais moi, je suis comme ça, moi, c'est important. Puis là, ils vont confondre ça avec de la chaleur. C'est de la chaleur. De façon humaine, c'est chaleureux, mais en même temps, c'est parce que t'es pas en train de tenir ta posture d'autorité. Donc, je te dirais même que toutes les personnes qui ont de la difficulté avec le mot « autorité » déjà sont en écueil. Pourquoi? Parce que d'être en posture d'autorité, quand on achète un processus de coaching, quand on va voir un médecin, quand on engage un psychologue, ces personnes-là sont des personnes en posture d'autorité. Donc, comme je te disais, d'avoir la difficulté avec le mot « autorité », déjà ça, c'est un écueil. De ne pas assumer sa posture d'autorité, en fait, à la minute où est-ce qu'on ne l'assume pas, on devient nuisible pour notre client et pour sa transformation. OK? Donc, aussi, le fait de ne pas mettre de cadre, par exemple, puis d'avoir un cadre flou, OK? Puis souvent, les gens vont avoir un cadre flou parce qu'ils veulent être aimés, parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air trop contrôlant ou encore... Mais d'avoir un cadre flou fait en sorte que ça crée de l'insécurité aux clients. Puis non seulement ça crée de l'insécurité, mais ça fait aussi en sorte que la personne ne se sent pas en sécurité pour faire le travail de transformation qui est venu faire avec soi. Donc, des écueils, il y en a énormément. Donc, toi, tu as vu pendant ce processus-là avec cette coach-là que, oui, il y avait des stratégies, elle connaissait un petit peu le marché. Oui, mais elle avait vraiment des forces. Mais autour de votre relation professionnelle, oui, il y avait extrêmement de... Il y avait énormément d'écueils. Énormément d'écueils. Comme par exemple... Nuisaient, vraiment ton développement à toi. Oui, et puis qui était vraiment, en fait, hors éthique. OK? Donc, ça touchait le manque d'éthique, comme par exemple, elle était allée raconter des choses que je lui avais dit à d'autres personnes. Bref, son coaching avait été un désastre, OK? Et là, des prises de pouvoir, de la manipulation, elle glissait, elle était dans la familiarité 1 minute, après ça, elle coupait la relation. Tu sais, on voyait que la personne avait vraiment besoin de faire un vrai entraînement de leadership et un vrai entraînement de posture, OK? Donc,
moi, j'ai compris à ce moment-là, ben finalement, ce coaching-là m'a permis de voir ça. OK? Donc, c'est ça que je suis venue apprendre avec cette personne-là. Ça a vraiment été souffrant aussi de le voir parce que, bon, mais c'est toxique puis ça fait mal aussi de se ramasser dans des systèmes comme ça avec quelqu'un qu'on engage puis qu'on paye à gros prix. Mais cette personne-là n'avait pas les ressources, tout simplement. Et j'ai compris que, OK, il y a énormément de gens en ce moment qui pratiquent sans avoir ces compréhensions-là, qui pratiquent sans avoir cette solidité intérieure-là, sans avoir cette solidité professionnelle, sans avoir un cadre clair d'action. Et selon moi, ce sont des dangers publics parce que je suis aussi régulatrice professionnelle et je sais le mal que ça peut faire une personne qui ne tient pas son cadre, qui fait des écueils, qui n'a pas une posture professionnelle qui est solide, qui glisse d'un côté, qui glisse de l'autre. En fait, ça fait des accompagnements qui peuvent vraiment faire des dommages massifs sur des personnes. Donc, c'est à partir de ça que j'ai créé la formation Phoenix parce que je me suis dit, si elle est comme ça, il y a des chances qu'ils sont tous comme ça. Et là, je me suis pas trompée. Phoenix dure depuis 8 ans. Ça fait 8 ans que Phoenix existe. Et finalement, c'est une formation pour les personnes qui sont très avancées au niveau du développement personnel, qui sont très avancées au niveau du développement humain. Ce sont des personnes qui sont diplômées, ce sont des personnes qui ont déjà une pratique professionnelle, mais qui comprennent que là, leurs clients ont, par exemple, il y a des choses qu'ils ne voient pas dans leur champ relationnel, puis dans leur champ d'expertise, puis dans leur champ de transformation, ils ont des angles morts. Et à travers la formation Phoenix, bien, il y a toute une partie qu'on retourne dans le personnel parce que les bases sont nécessaires, mais ensuite, on rentre vraiment dans le cadre de « OK, c'est ça qui se passe au niveau professionnel, tu vis ça avec les membres de ton équipe, tu vis ça avec tes clients, c'est quelque chose que tu rejoues sans cesse. » Mais c'était là avant, c'est tes systèmes originels qui sont déclenchés par d'autres déclencheurs. Et en ce moment, je travaille avec un groupe d'avancés, justement, puis je leur ai posé une question, de faire une analyse. En fait, leur travail, c'était de faire une analyse, c'était quoi leur séquence de prédilection avec chacun des membres de leurs équipes. Elles sont toutes arrivées en disant « Oh, moi, il n'y a rien qui se joue. » La semaine d'après, quand on a regardé, c'était comme « Oh, OK. » Finalement, je joue la même séquence avec tous les membres de mon équipe. Ça a cet impact-là selon la personne avec qui je le joue. Mais c'est exactement la même séquence que je joue avec mon père, avec ma mère. C'est exactement la même séquence que je jouais dans mon couple. Et à partir de ça, bien, c'est comme ça qu'on gagne le leadership. C'est comme ça qu'on devient un accompagnement beaucoup plus solide. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment assis sur un socle de connaissance, de maîtrise, de clarté, je me vois aller en même temps que j'accompagne, puis plutôt que de rentrer dans mes systèmes habituels, j'ai la capacité de voir, OK, là, je suis en train de rentrer dans le système avec telle personne, ça, c'est le déclencheur, voici ce qui se passe pour moi, voici l'impact que c'est en train de donner. OK, je suis capable de m'enlever du système, de reprendre mon pouvoir puis de changer de posture avec cette personne-là. Donc, c'est tout un travail de maîtrise de dentelle, OK, j'ai envie de dire, et de faire ce travail-là en simultané, OK, qu'on monte l'entreprise, qu'on construit. C'est énorme. C'est énorme parce que c'est un deep dive, là, c'est un travail de maîtrise humaine incroyable, mais qui est, selon moi, obligatoire à tous les grands leaders. Tous les grands leaders devraient faire ça, même tous les parents devraient faire ça, mais tous les grands leaders devraient faire cet entraînement-là. Pourquoi? Parce que ce qui est dans le chemin de la transformation de vos clients, c'est ça, c'est vous. Et les gens aiment tellement Phoenix, sont tellement reconnaissants de Phoenix, mais c'est souvent pas la première porte qu'ils vont prendre. Ils vont rentrer dans notre univers par le côté business, le côté entrepreneurial. Parce qu'ils veulent faire de l'argent, tu sais. Mais ils tombent dans le Phoenix quand ils voient que c'est vraiment ça. Quand ils voient que c'est dans le chemin de leur succès. C'est ça. Quand la personne voit, hey, c'est moi qui est dans le chemin de mon succès. Ouais. C'est pas sexy de rentrer par là, mais c'est ça. Essentiel. Mais c'est humble. Ouais. Non seulement c'est humble, c'est valeureux, selon moi, c'est noble.
Tu sais, c'est souvent les gens, ils vont penser « Ah, j'ai pas besoin de ça », mais c'est tellement de ça. Je pense que les personnes qui en ont le plus de besoin, c'est ceux qui pensent qu'ils en ont le moins de besoin, tu sais. Ouais. Puis celles qui ont les plus grands succès, c'est ceux qui sont coachables. Et quand on dit coachable, c'est pas juste dans les actions puis dans les structures puis les stratégies, mais ils sont coachables parce qu'ils sont capables d'entendre et faire le travail sur leur personne. Oui, puis en fait, puis ça devient une évidence pour elles, tu sais. Et pour ceux qui ne savaient pas, ben c'est comme une allergie. Ils réagissent très, très fort. Ils vont claquer la porte. Ils vont s'en aller. Ils vont s'en aller ou ils vont résister, tu sais. Ils vont résister. Je pense à des clients en ce moment qui sont en grosse résistance de faire ce travail-là, tu sais. Pourquoi? Parce que c'est challengeant, puis c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire, ce travail-là. Puis, mais à un moment donné, ben la personne... Ben, quand elle croule en dessous de son entreprise, quand son agenda est en train de la tuer, quand elle vit des problèmes de roulement dans son entreprise sans cesse. Puis, tu sais, on en a vécu aussi des problèmes de roulement dans l'entreprise dans la dernière année. Puis, on n'est pas au-dessus de ça. Et c'est ça le truc, c'est qu'à chaque fois que je vois des clientes, à un moment donné, c'est comme... qui résistent à se faire ce travail-là, rendu à un certain point, non seulement ça devient obligatoire pour elles, mais ça devient une évidence qu'elles doivent le faire, tu sais, elles doivent le faire. Moi, les clientes qui rise le plus rapidement et qui ont une vie la plus saine et qui ont l'équipe la plus saine, c'est souvent des personnes qui ont le courage de sauter dans le phénix. Donc, tu sais, pour moi, c'est vraiment un travail qui est important, puis c'est comme ça, moi, que je suis devenue coach d'affaires parce qu'au départ, je faisais juste l'entraînement de Phoenix avec les gens. J'ai eu beaucoup de succès avec ça. Et ensuite, j'ai construit une belle entreprise à partir de ça. Et ensuite, les gens sont venus me demander comment tu as fait pour construire une belle entreprise avec ça. Et c'est comme ça que je suis devenue coach d'affaires. Donc, à la base, moi, ce travail-là, c'est le travail qui est au cœur de tout ce que je fais. C'est au cœur de mon entreprise. Et cette posture-là, pour moi, c'est la seule et unique posture qui permet d'avoir un vrai succès sur le long terme. Puis, on peut l'apprendre, on peut décider d'apprendre cet entraînement-là par essai et erreur, en se rentrant la tête dans le mur, en vivant des drames. Sur des décennies, où est-ce qu'on peut faire? On peut faire comme, OK, je m'en vais dans un cadre qui a été créé pour ça, avec des personnes qui sont expertes de ça, parce qu'on est véritablement des experts. Là, ça fait 8 ans, là, puis avant ça, je veux dire, j'ai énormément d'expérience. Mohamed, qui est le directeur de Phoenix maintenant, a énormément d'expertise et d'expérience aussi, bien au-delà de ces 8 ans-là. Donc, je m'en vais dans un terrain de jeu qui a été créé sur mesure pour faire ce travail-là une bonne fois pour toutes et que ça arrête de m'handicaper et de polluer mon entreprise. Oui, puis toi, comme tu dis, tu n'as pas de temps à perdre, là, tu ne veux pas te rouler là-dedans pendant à n'en plus finir. Là, tu cherches des résultats puis des transformations rapides. Oui, exactement. Puis tu vois, c'est comme même au sein de notre entreprise, tu sais, on a eu beaucoup de roulements, tu sais, cette année, puis je pense que c'est important de le dire aussi, on a vécu des grandes transformations qui nous ont ramenés à revoir complètement la structure même de l'entreprise, puis comment est-ce qu'on a, nous, envie d'évoluer. Puis rapidement, on s'est rendu compte que très peu de gens sont capables de travailler dans notre équipe. Pourquoi? Parce qu'on a des standards qui sont extrêmement élevés. Moi, je suis pas les services sociaux. J'ai vraiment jamais dit que j'étais les services sociaux. Donc, moi, quelqu'un qui vit des drames tout le temps dans sa vie, quelqu'un qui est pas dans son leadership, quelqu'un qui est constamment en train de se saboter, des personnes qui sont constamment en train de se défendre, victimes ou encore des personnes qui refoulent, puis qui jouent le personnage de tout va bien. Je veux dire, ça n'a pas d'espace dans mon entreprise. Il n'y a pas de place pour ça. OK? Et pourquoi? Parce que ça pollue toute l'entreprise, puis ça crée des fausses relations, puis moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, moi, ce que je cherche, finalement, je me suis rendu compte qu'il y a une poignée de gens qui sont game, OK, de faire ce travail-là. Et moi, c'est cette poignée de gens-là que je veux dans mon équipe. C'est cette poignée de gens-là qui ont le courage et l'humilité de se regarder, puis de faire le deep dive, de faire le vrai travail, d'être vraiment honnête, de sortir de leur pattern en toute responsabilité sans se sentir attaqué tu sais, il y a des gens, tu leur dis quelque chose de gros comme ça, puis c'est comme une attaque là, contre leur personne. C'est comme, mon Dieu, mais comment peux-tu te construire une vie comme ça? Comment peux-tu être parent comme ça? Comment peux-tu être dans un couple en étant comme ça? Comment ça se fait que tu n'as pas cette base-là humaine? Bien, moi, il n'y a pas de place.
pour ça dans mon entreprise. Donc, les personnes, des fois, ils pensent qu'ils ont fait énormément de développement personnel, mais en même temps, ils n'ont même pas encore commencé à gratter la pointe de l'iceberg. OK? Donc, mais surtout pas du développement personnel en relation. C'est-à-dire que les gens, ils sont dans le yoga, la méditation. Moi, je sais, étant un vieux garçon... Ils ont lu des livres de développement... travail spirituel par moi-même, ils ont lu des beaux livres. Ouais. Mais c'est vraiment en relation avec les autres que les triggers puis les dynamiques s'installent. Et c'est là qu'on est très surpris que le travail qu'on a fait sur soi ne s'applique pas nécessairement aussi bien en équipe, en relation. Ah oui, c'est en relation. Puis, tu sais, pour les clients, des clients qui, tu sais, souvent, ils vont dire ça, qui ont peur de la confrontation, mais en même temps, c'est même pas de la confrontation. Ils cherchent le ménagement. Tu sais, il y a beaucoup de clients qui veulent se faire dire « t'es bon, t'es beau, t'es fine, t'es merveilleuse », mais en même temps, regarde, t'es complètement incongruente. Ce que tu es en train de créer, c'est à l'opposé de qui tu es dans ta vie. C'est ça qui marche pas dans ton entreprise, mais les gens sont pas nécessairement prêts à voir ça. Donc, ma clientèle, c'est quoi? Ce sont... Je veux dire, c'est le 1% du 1% des femmes puissantes qui comprennent que le cœur de leur succès, l'âme de leur succès, passe inévitablement par qui elles sont et par leur niveau de leadership personnel, professionnel et transformationnel. Et ça touche juste une micro-pointe de la population. Puis pour moi, ça me convient. J'ai pas besoin des autres. C'est lourd à porter pour moi, les autres. Et c'est ça qu'on s'est beaucoup rendu compte dans les 2 dernières années. C'est que pour nous, c'est vraiment less is more. J'ai pas besoin de 200 000 clientes, moi. J'ai pas besoin de faire de la masse. Je ne suis pas une personne de masse. Je suis une personne qui aime énormément la qualité, qui aime le service. Moi, le service, c'est quelque chose de très, très, très important pour moi. Et en fait, dans toutes ces réflexions-là, le niveau que j'ai envie d'amener au niveau de l'accompagnement, puis le niveau de clientèle que j'appelle, tu sais, c'est ces femmes avec vraiment cette conscience qui est presque surhumaine, là. Ces femmes-là que j'appelle, elles sont rares. Et elles sont rares et j'ai tellement d'amour, de respect pour ces femmes-là, pour leur mission. Pour moi, tu sais, c'est un honneur de les accompagner, puis c'est important d'être en mesure de leur offrir le service qu'elles méritent à travers le non-ménagement, la congruence et la vérité. OK? Donc, et moi, c'est ça que je prône. Donc, quelqu'un qui vient pour se faire flatter l'ego, quelqu'un qui est complètement incongruente, qui agit d'une façon, mais qui dit complètement autre chose, bien, c'est la première chose que je vais regarder. Et tout ce travail-là, finalement, prend racine dans Phoenix. Donc, c'est sûr et certain que si vous rentrez en travail avec moi, que ce soit par la porte entrepreneuriale, que ce soit par la porte du branding transformationnel, ou que ce soit par la porte de Phoenix, ou que ce soit par la porte de mon école de vente, ou que ce soit par la porte de mon agence, c'est Phoenix. Phoenix, c'est partout. C'est le cœur de tout ce qu'on fait. J'adore. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. J'ai passé un bon moment. Merci. J'espère que ça vous a plu aujourd'hui. Et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Et je vous dis à la semaine prochaine avec tout mon amour.